Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 24e numéro du magazine de l'AFDV. Bonjour à toutes et à tous et tout de suite retrouvons les titres du numéro de ce mois. Au sommaire, ce mois, nous découvrirons tout d'abord un adage, ubi lex. Vous serons ensuite présentés les actualités développées dans la gazette de la faculté de droit virtuel, puis la présentation de l'un des grands arrêts de la jurisprudence civile, et enfin, après le traditionnel extrait de l'interview juridique du mois, nous recevrons le professeur Caroline Chamard-M pour nous présenter la revue juridique en ligne Alioda. Tout de suite, découvrons l'adage ubi lex. Ubi lex non distinguit, nec debemus distinguere. Il n'y a pas lieu de distinguer lorsque la loi ne distingue pas. Cet adage signifie que lorsque la disposition textuelle ou la stipulation contractuelle n'opère aucune exclusion particulière, l'interprète ne peut en établir de sa propre initiative. Concernant la version complète de cette gazette, vous pouvez la retrouver sur le site de la faculté de droit virtuel à la rubrique Gazette. Actualité jurisprudentielle, actualité législative. Commençons tout de suite par l'actualité jurisprudentielle. L'affaire Facebook ou un nécessaire recadrage, par deux jugements du 19 novembre 2010, le Conseil de prud'homme de Boulogne-Billancourt a opéré un rappel opportun en matière de droit et liberté du salarié lorsqu'il écrit notamment des propos sur un réseau social, des propos portant sur son employeur. En effet, le droit au respect de l'intimité de sa vie privée et la liberté d'expression dont jouit le salarié au sein de l'entreprise ne l'autorise pas à toutes les dérives. La liberté statutaire des SAS retrouvée mais encore malmenée en jurisprudence, le 19 novembre 2010, la Chambre mixte de la Cour de cassation a rendu deux décisions relatives aux délégations du pouvoir de licenciement dans les SAS, mettant fin à l'obligation faite par le juge de faire apparaître la mention dans les statuts de la délégation du pouvoir de licencier dans les SAS. Maintien des droits propres du débiteur en liquidation judiciaire, le débiteur en liquidation judiciaire conserve, nonobstant le dessaisissement qui le frappe, qualité pour former un recours contre l'ordonnance du juge commissaire statuant sur la vente d'un bien immobilier, et c'est une décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 octobre 2010. Taxe pour copie privée, la CJUE met les pieds dans les bacs à CD, donc c'est une décision du 21 octobre 2010, Padawan SL contre SGAE, la redevance pour copie privée ne devrait pas être acquittée par les professionnels faisant l'acquisition d'équipements, appareils et supports de reproduction numérique. Au nom de l'efficacité des règles européennes de concurrence, les règles relatives à l'autorité de concurrence belge sont à revoir. C'est une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, une fois encore, du 7 décembre 2010, VEBIC. Alors la VEBIC est une confédération flamande regroupant les associations de boulangers, pâtissiers, glaciers et chocolatiers belges artisanaux, et cette saison, elle a décidé que l'autorité de la concurrence doit en effet pouvoir se défendre et défendre la concurrence européenne devant le juge saisi contre la décision qu'elle a prise. Alors, principe du contradictoire, me direz-vous, peut-être, mais surtout pleine effectivité du droit de la concurrence. Protection diplomatique et mise en œuvre des conventions internationales des droits de l'homme, Cour internationale de justice qui a rendu donc son arrêt sur le fond dans l'affaire opposant la Guinée à la République démocratique du Congo le 30 novembre 2010, c'est l'affaire Amadou Sadiou Diallo. Dans cette affaire, la Guinée met en œuvre son droit à la protection diplomatique en faveur de son ressortissant, M. Diallo. Par le présent arrêt, la Cour contrôle l'application par les États des conventions de protection des droits de l'homme. Mode d'emploi européen pour un jugement pénal équitable, c'est une décision donc de la Cour européenne des droits de l'homme, 4 novembre 2010, affaire Catrich contre France, mais également une autre décision de la même Cour, le 16 novembre 2010, affaire Taxquet contre Belgique. Alors effectivement, alors que toute l'attention en ce moment est centrée sur la phase préalable de la procédure pénale française, les arrêts Catrich et Taxquet de la Cour européenne des droits de l'homme conduisent à s'interroger sur la conformité au principe du procès équitable de plusieurs règles de la phase de jugement. Actualité législative maintenant, une histoire sans fin ni commencement, la collégialité de l'instruction, c'est la loi numéro 2010-1657 du 29 décembre 2010 de loi de finances pour 2011, publiée au journal officiel du 30 décembre 2010. La collégialité de l'instruction, dont l'entrée en vigueur avait déjà été prévue au 1er janvier 2010, puis repoussée au 1er janvier 2011, là est repoussée au 1er janvier 2014 selon l'article 163 de la dite loi.
Médiation familiale et pouvoir d'injonction du juge en droit français. C'est un décret du 12 novembre 2010, c'est bien qui précise les modalités d'application en son alinéa 3 de l'article 373-2-10 du Code civil et accorde un pouvoir d'injonction au juge aux affaires familiales. Cette nouvelle disposition permettra au juge d'enjoindre de manière systématique aux parties de tenter une médiation au préalable avant toute audience. Focus sur la réforme des retraites, c'est la loi numéro 2010-1330 du 9 novembre 2010. Cette loi publiée au journal officiel le 10 novembre 2010, vous pourrez retrouver son intégralité sur le site de la faculté de droit virtuel pour en retrouver les principales modifications, notamment le recul progressif de l'âge légal de départ à la retraite, porté de 60 à 62 ans, ou bien encore l'augmentation, là aussi de manière progressive, de l'âge de la retraite à taux plein de 65 à 67 ans. Enfin, lutte contre la piraterie, c'est un projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'État en mer. Le 29 novembre dernier, l'Assemblée nationale a transmis au Sénat ce projet de loi afin de traiter plus efficacement les actes de piraterie qui inquiètent la communauté internationale. Le projet de loi français tend notamment à adapter nos dispositions à la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer. Voilà pour les brèves de ce mois. Je vous propose de retrouver tout de suite le grand arrêt du mois avec Gérald. Rappelez-vous, en avril 1994, alors que certains déplorent la mort de Kurt Cobain, le chanteur du groupe Nirvana, et que d'autres s'inquiètent du début des génocides au Rwanda, le facteur vient de remettre un courrier à Laurent Bossa. Celui-ci vient de la maison française de distribution et lui indique qu'il a gagné 105 750 francs. Il n'en croit pas ses yeux. Il relit et relit à nouveau la lettre. Mais oui, il percevra bien la somme de 105 750 francs s'il renvoie dans les délais indiqués un bon de validation qui est joint. Notre regagnant tremble en regardant ce bon sur lequel est écrit en toutes lettres « Je suis gagnant du super grand prix de 105 750 francs. Veuillez m'en informer et effectuer le versement de cette somme dès la clôture du tirage. » Et plus loin, « Si je suis gagnant d'un des 1003 autres prix, veuillez me remettre le prix auquel j'ai droit. » L'émotion, la vision de ses rêves les plus fous ne le déstabilise pas pour autant. Il s'empresse de signer le document nécessaire à la perception de son gain et de l'expédier par lettre recommandée avec accusé de réception, en prenant garde de ne pas laisser échapper la bonne nouvelle au guichetier de la poste. Mais les jours passent. Et l'argent ne vient pas. Laurent Bossa s'impatiente. Mais les semaines passent, et toujours rien. Notre super gagnant s'inquiète. Pour récupérer son argent, il assigne la société de vente par correspondance en délivrance du gain et en réparation du préjudice. Mais le tribunal de grande instance de Paris le déboute, et la cour d'appel ne lui octroie que 5 000 € de dommages et intérêts. Laurent Bossa se pourvoit alors en cassation, où les juges vont se fonder sur l'article 1371 du Code civil pour retenir que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers. Ce faisant, ils retiennent que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée, sans mettre en évidence l'existence d'un aléa, s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer. M. Bossa a donc enfin pu percevoir sa récompense, et nos boîtes aux lettres ne se trouvèrent plus envahies de fausses promesses de gains. Alors Céline, vous avez, pour votre interview ce mois, traité d'une actualité à la fois riche et chargée du droit pénal, pour laquelle vous avez obtenu les éclairages de Xavier Pain. Voilà, tout à fait. Nous avons pu revenir donc sur les principales étapes qui ont marqué la procédure pénale française, voir un petit peu également l'état actuel du droit et puis les projets de réforme en cours. Eh bien, nous regardons tout de suite un court extrait.
sur ce point, je ne sais pas s'il faut parler, comme certains auteurs l'ont dit, d'un requiem en 3 mesures. Je préfère plutôt l'image, finalement, du rasoir à 3 lames. Ça me fait penser à cette publicité dans laquelle, le poil, on est sûr qu'il ne repousse pas. Alors, la première lame, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. On la voyait venir depuis 2008, 2009, les arrêts Salduz, Dayanan. Il y a eu en 2010 aussi un arrêt contre la Pologne, Adamkiewicz. Pour la Cour, l'équité de la procédure requiert l'assistance, l'intervention effective de l'avocat dès les débuts de la garde à vue, parce qu'il faut lui permettre de préparer, d'organiser sa défense. Et ce qui devait arriver arriva. La France a été condamnée le 14 octobre 2010, c'est l'arrêt Brusco, faute de garantie suffisante concernant le droit au silence ou le droit à l'assistance d'un avocat. Alors c'est un arrêt néanmoins dont la portée est limitée parce que il s'agissait en l'occurrence de censurer le fait qu'un témoin, pendant une instruction, lorsqu'il était placé en garde à vue, devait prêter serment. Or, ce dispositif a été réformé en 2004. En conclusion de ce magazine, nous recevons Caroline Chamard-M, professeure à la faculté de droit de l'université Jean Moulin Lyon 3 et rédacteur en chef adjoint de la revue Alioda. Madame le professeur, bonjour. Alors, Alioda est à la fois une association et une revue en ligne. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus sur cette association et cette revue ? Oui, bonjour. Alors, Alioda signifie Association lyonnaise de droit administratif. C'est une association qui a vu le jour en juin 2010 et qui a été créée à l'instigation du président Legars, qui est président de la Cour administrative d'appel de Lyon. Et cette association rassemble à la fois des magistrats de la Cour administrative d'appel de Lyon, des enseignants-chercheurs en droit public de l'Université Lyon 3 et des avocats publicistes du barreau de Lyon. Et donc l'objet de cette association, c'est de diffuser le mieux possible la jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Lyon. D'accord. Alors effectivement, sur le site, on a pu voir, elle a pour objet donc de promouvoir les échanges d'idées et d'expériences sur les questions relatives au droit public, à la jurisprudence administrative, à la recherche, à la formation des juristes et aussi à l'exercice professionnel de ses membres. Alors, dans le ressort de la Cour administrative d'appel de Lyon, alors c'est un objet à la fois original et ambitieux. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a été un petit peu ambitieux. L'objet principal de cette association, c'est effectivement d'éditer et de diffuser une revue de jurisprudence. Cette revue de jurisprudence est d'un accès gratuit que l'on retrouve donc sur le site internet que l'on a mis en place, www.alioda.fr. Ce site internet est hébergé sur les serveurs de l'Université Lyon 3. Et cette revue de jurisprudence est assez ambitieuse, effectivement, parce qu'elle comporte non seulement, et ça c'est assez classique, les résumés des arrêts les plus importants de la Cour, mais en plus, on met en ligne non seulement les conclusions des rapporteurs publics de la Cour, donc qui sont des magistrats administratifs, et en principe, leurs conclusions ne sont pas accessibles librement. Et nous mettons en ligne également des notes, des commentaires des arrêts. Ces notes sont réalisées, sont faites soit par des universitaires, soit par des avocats. Et donc voilà, on arrive à monter une revue qui comprend donc à la fois des résumés, des conclusions et des notes. Le rythme de publication de cette revue sera à 3 numéros par an, donc un numéro en janvier, un autre en mai et le dernier au mois de septembre. Voilà, et tout cela est accessible librement et gratuitement pour tous ceux qui se connectent sur le site. Et par ailleurs, sur le site, mais là c'est vraiment très marginal, on a également souhaité communiquer sur l'information institutionnelle des 3 partenaires, donc qui sont la Cour, l'Université et le barreau de Lyon. Et voilà, de manière à pouvoir mettre en ligne quelques informations intéressantes, soit les centres de recherche par exemple, les colloques que nous pouvons organiser ou les publications que nous faisons collectivement.
Alors, finalement, en effet, une originalité, et puis de la publication en ligne, des commentaires, des notes en ligne, peut-être vers une reconnaissance même des publications en ligne. En tout cas, pour votre part, vous êtes rédacteur en chef adjoint de la revue en ligne. C'est une fonction dont tout universitaire ne peut pas se prévaloir. Et plus précisément, qui sont alors vos auteurs ? Alors effectivement, je suis rédacteur en chef adjoint de cette revue. Nous avons un comité de rédaction qui est assez exigeant. Il est présidé par le président Bézard, donc qui est rédacteur en chef. Les auteurs de cette revue sont donc sur le plan universitaire, pour le moment, des enseignants-chercheurs en droit public de l'Université Lyon 3, mais nous sommes tout à fait ouverts aux autres enseignants-chercheurs, donc d'autres facultés de droit en France. Donc voilà, pour le moment, on lance le projet et on espère pouvoir créer de l'émulation parmi nos collègues enseignants-chercheurs publicistes. Écoutez, nous vous remercions. Nous retenons l'appel à contribution pour la revue Alioda. Et quant à nous, merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de la FDV vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et nous vous donnons maintenant rendez-vous le mois prochain. Pour un nouveau numéro du magazine de la FDV.